Du 15e au 20e siècle, plus de 17 millions d'esclaves africains ont été transportés par des commerçants sur la côte de l'océan Indien, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Les États-Unis aujourd'hui se disent conscients de leur rôle dans la traite négrière sur le territoire africain, mais se disent aussi coupables. Il est temps de reconnaître l'histoire. Joe Biden a fait son mea culpa sur le territoire angolais dans une allocution alors qu'il était en visite sur ce territoire africain. Il estime aujourd'hui qu'il faut aux États-Unis réparer les erreurs de l'histoire, mais aussi prendre conscience et prendre ses responsabilités. Que valent ces propos de Joe Biden, président américain sortant sur le territoire angolais, en terre africaine notamment? Eh bien, on en parlera avec nos différents invités sur ce plateau ce matin. Merci à tous d'être avec nous. Bienvenue, car For You Matin démarre tout de suite. Vous êtes avec nous sur For You Télévision, vous regardez votre matinale informative sur nos différents médias, For You Média Africa sur Internet, nous écoutez sur la radio 96.3 FM. Pour ceux qui sont aux environs de Douala, nous sommes accompagnés de notre panel formé d'Albert Anatole Aïssi, directeur de publication et consultant de cette émission matinale informative. Merci d'être là. Bonjour Albert Anatole. Bonjour Madame Bégoudé, je salue mon co-panéliste que vous présentez juste après moi. Je salue l'Afrique, je salue surtout les Africains de Nouvelle-Calédonie, les Africains de Martinique, les Africains de Mayotte, les Africains de Guadeloupe, les Africains de Haïti, qui, comme vous le savez, sont dans une communauté de destin, n'est-ce pas, avec les Africains d'origine que nous sommes. Ils partagent les douleurs, ils partagent, n'est-ce pas, les luttes, la lutte qui est la nôtre. Ils partagent les mêmes frustrations, ils partagent les comportements racistes et xénophobes. Ils ont mon salut spécial ce matin. Quand je l'ai dit, je voudrais questionner la situation sécuritaire dans la ville de Douala, plus particulièrement et plus généralement dans la région littorale. En 24 heures, en l'espace de 24 heures, 2 braquages spectaculaires. Le premier, ça se passe à l'hôpital de la Dibamba. Nous sommes dans la région littorale. Avec à la clé un blessé grave, c'est le vigile qui s'est retrouvé hospitalisé. Le lendemain, c'est un autre braquage. Ça se passe carrément à côté d'un camp militaire. Nous sommes à l'hôpital Deo Gracias à Pécadis. C'est en plein jour, ça dit à 16h. Les autorités de la ville de Douala nous ont rassuré que la situation d'insécurité que connaissent les populations est sous contrôle. Mais malheureusement, nous constatons que plus ils disent que la situation est sous contrôle, et plus il y a comme une sorte de montée en puissance, n'est-ce pas, des braquages, des agressions. Quelquefois qu'ils tournent au drame, je pense qu'il va falloir passer des actes au discours pour que justement, à l'approche des fêtes de fin d'année, que les populations de la région littorale, d'une manière particulière, puissent passer les fêtes dans la quiétude, mais surtout rassurer de ceux qui sont en sécurité. Merci pour l'invitation. Et merci à vous d'être là, Albert Anatole Aïssi. Henri Atangana est aussi avec nous de l'autre côté, analyste dans nos différents programmes, mais cette fois-ci dans notre matinale informative. Merci d'être là. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Madame Bégoudé. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Bonjour à Monsieur Albert Anatole Aïssi que vous venez de présenter avec beaucoup de talent. Bonjour à la famille panafricaine, encore une fois. Merci de m'avoir invité sur For You Média Africain. Et nous démarrons notre émission matinale dans le cadre de notre média panafricain par l'actualité qui met en exergue la France et la République centrafricaine. En effet, un document signé du ministère des Armées et des anciens combattants de la France a fuité. Celui-ci annonçait la poursuite de certains événements, à savoir des essais d'armes létales de grande puissance sur le territoire de la République centrafricaine. Le ministère des Armes et des Armées et des anciens combattants demandait le silence et
le silence en tout cas de la République démocratique, la République centrafricaine, la discrétion de celle-ci en ce qui concerne cette opération qui devrait d'ailleurs rester secrète, une priorité en tout cas entre les deux pays dans le cadre de leur coopération. C'est ce qu'indiquait cette communication datée du 19 novembre 2024. Mais patatras, l'ambassade de France en Centrafrique a tenu à démentir cette information, rappelant qu'il s'agissait d'un faux document. Ce démenti date du 3 décembre 2024. La réponse, en tout cas, a été signée, comme je le disais, par l'ambassade de France en Centrafrique et intitulée « Réponse à une attaque informationnelle ». Albert Anatole Aïssi, entre la France et la République centrafricaine, les relations semblent être au beau fixe. Comment expliquer une telle actualité qui met en évidence les deux pays et surtout leur coopération sur le plan défense, sur le plan militaire? La France crie à l'attaque informationnelle, mais Bangui, jusqu'ici, n'a formulé aucune communication. Écoutez, Madame Begoudé, nous sommes coutumiers du fait. Lorsque nous analysons une problématique comme celle que vous mettez en débat ce matin, il faut toujours se référer à l'histoire. Et vous savez que les essais, qu'ils soient nucléaires ou d'armes létales, il s'agit généralement des opérations clandestines. Ce n'est jamais porté à l'attention du public. Ce sont des opérations clandestines. Et ça se passe avec le consentement des États et quelquefois même l'insu de l'État central. Et lorsque je parle de l'histoire des essais nucléaires français sur le continent africain, je me réfère à la date du 13 février 1960, qui correspond aux essais nucléaires français au désert algérien. Nous sommes sur le continent africain. Ce sont les essais nucléaires et qui sont passés au nez et à la barbe, n'est-ce pas, des autorités algériennes de l'époque. En tout cas, sans leur consentement, sans leur assentiment, si vous voulez. Sans leur assentiment, ça se passe au désert algérien, pour être plus précis. Et ces essais nucléaires, comme vous pouvez l'imaginer, ont occasionné beaucoup de victimes. Les débris radioactifs de ces essais nucléaires, enfin de ce matériel, se trouvent encore sur le sable du désert algérien. En 2010, il y a la loi Morand qui a été mise sur pied pour justement examiner la possibilité de compensation des victimes de ces essais nucléaires, qui étaient bien entendu très nombreuses, je ne suis pas des victimes. Entre 2010 et 2024, il n'y a qu'une seule victime, du moins qui a obtenu réparation. Et ça a obtenu justement des lenteurs, comme vous pouvez l'imaginer, de ce côté. Pourquoi? Parce que Paris n'a rien à cirer des problèmes qu'il cause aux autres peuples. Donc c'est la même situation que nous renvoie l'actualité qui fait l'objet de notre débat de ce matin, c'est-à-dire une communication un communiqué qui est signé du ministère des Armées concernant, j'ai envie de dire, les essais, des essais d'armes létales du côté sur un territoire étranger dans un pays apparemment souverain. Et au lieu que ce soit la diplomatie, c'est-à-dire soit le ministère des Armées, soit le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, même comme le gouvernement a été dissous, ils répondent, c'est plutôt l'ambassade, n'est-ce pas, de France à Bangui qui répond. Ce n'est pas un premier scandale de cette nature. Que ça concerne les États-Unis, la France ou les États-Unis. Le scandale Monsanto, tout le monde connaît. Donc, le scandale des infirmiers bulgares au Tchad, tout le monde connaît. Les laboratoires d'armes biologiques du côté du Cameroun, du côté du Nigeria, tout le monde connaît. Au Ghana, on connaît. Il y a plein de scandales comme ça qui ne fuitent pas et qui sont organisés avec des puissances étrangères en territoire africain et comme par hasard.
Je crois que nous avons encore en mémoire les cobayes, ces prostituées cobayes dans la ville de Douala. Nous sommes là au début des années 2000. On était à un laboratoire étranger qui est venu faire les expérimentations d'un vaccin contre le VIH sur les prostituées. C'était une opération clandestine. Nous avons encore en mémoire le scandale Trafigura du côté de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire un bateau poubelle qui est venu déverser des ordures dans la lagune d'Abidjan. Ce dossier est encore a subi une multitude de blocages judiciaires. Les compensations, les réparations attendues ne sont pas à l'ordre du jour. Et il me semble que l'État ivoirien, du moins les gouvernants actuels de Côte d'Ivoire, au lieu de soutenir les victimes de ce gros scandale, les ont abandonnés à la merci de la prédation de ces multinationales. Donc, ce n'est pas la première fois. Maintenant, et ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que depuis quelque temps, et j'ai d'ailleurs trouvé cela curieux, oui. Paris est devenu subitement très philanthrope, au point d'accorder des millions d'euros à la République centrafricaine pour organiser un processus démocratique, pour reprendre le narratif. Je crois que c'est 10 millions d'euros. L'Union européenne qui débloque environ 1,5 million d'euros pour aider également la République centrafricaine à améliorer son processus démocratique, ce qui est quand même étonnant. Au lieu d'investir cet argent dans l'agriculture, en tout cas dans les secteurs prioritaires qui méritent attention, qui devraient, de notre point de vue, être plus profitables aux populations pour pallier à l'insécurité alimentaire, par exemple, ou sanitaire, cette aide, entre guillemets, plutôt orientée dans les secteurs non productifs. Donc, qui concernent que les histoires de démocratie, de et consorts. Bon, bref. C'était quand même une curiosité que subitement Paris, qui a claqué la porte du fait de l'arrivée des Russes, qui n'aiment pas fréquenter, est revenu par la porte faire des propositions à Touadéra dans l'optique, n'est-ce pas, de normaliser le rapport avec une feuille de route précise. Ok, vous sortez. Donc, je sors pour dire quoi? Je sors pour dire que nous attendons la communication de Bangui sur cette question qui relève d'un intérêt national quelconque et de sécurité nationale, parce que une puissance étrangère qui a suffisamment d'espace sur son territoire délaisse son territoire pour venir réaliser les essais d'armes létales en territoire étranger et très lointain du côté du continent africain. Je crois que c'est un crime. C'est un autre crime qu'il ne faut pas laisser passer. Merci à vous, Albert Anatole Aïssi, pour ce premier jet sur la question Henri Atangana, à l'aune de la nature des rapports qui existent aujourd'hui entre la République centrafricaine et la France, les tractations de renouement qui ont été observées venant de Paris vers Bangui. Et maintenant, cette annonce faite par le ministère des Armées de la France, même si selon l'ambassade de France sur le territoire centrafricain, il s'agirait de faux documents. Comment interprétez-vous cette actualité? Pourquoi forcément au sujet des essais d'armes létales sur le territoire centrafricain? Pourquoi maintenant, notamment en novembre, entre novembre et décembre 2024? Et pourquoi forcément il faudrait que ce soit à Paris qui soit mis en exergue dans cette brouille communicationnelle ou diplomatique, ou encore, pour reprendre les mots de l'ambassadeur de France auprès de la Centrafrique, une attaque informationnelle? Oui, ce qu'il faudrait faire, parce que là, il y a deux problèmes. Il y a un problème de fond, qui est le problème des essais des armes des pays développés, enfin dits développés, enfin des pays puissants, vers des pays qui ne le sont pas. Albert Anatole Aïssi vient d'en parler. Un problème, il a parlé des essais en Algérie. Il y a eu 4 essais atmosphériques. Ça veut dire qu'on fait un test de la bombe atomique en plein air.
Et puis, il y a eu, je crois, 13 essais souterrains. Ouais, mais il n'y a pas eu qu'en Algérie, il y a eu, on se souvient, Mureroa à l'époque. D'ailleurs, ça avait fait beaucoup de. Dont on avait beaucoup parlé, c'était le dernier essai de Jacques Chirac. Et on s'en souvient parce que pendant la campagne présidentielle, Mitterrand disait à Chirac, tu ne pourras plus faire d'essais parce que j'ai signé des traités de non-prolifération. Et Jacques Chirac a dit, moi, je ferai des essais pour l'intérêt de la France. Et on se souvient du dernier essai de l'arme atomique à Mureroa, celui qui a été publié. Ce qu'on savait un peu moins, c'est qu'il y avait déjà eu 46 essais à Mureroa, j'ai toujours du mal, en Polynésie française d'ailleurs, avant ça. Et puis, il y a eu 147 essais souterrains, dont la Polynésie française était un territoire français d'outre-mer, dont le rôle était de faire des essais, loin de la France. Ça, c'était son rôle. Voilà, son rôle. On se foutait un peu pas mal des populations qui y habitent. Bon, ça aurait pu être tout radioactif, ça aurait pu tuer des gens, mais on se moque un peu. Mais les Français ne sont pas les seuls. Beaucoup de puissances nucléaires ont fait des essais sur d'autres territoires. En disant ça, je ne légitime pas ça. Je dis juste qu'il faut faire un procès à tous ces pays-là qui, pendant longtemps, ont pensé que les autres étaient des sous-hommes. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Ils ne font pas ça sur leur territoire en cas de risque. Ils vont faire ailleurs. Très bien. Et après, ils viennent nous donner des leçons de protection du monde. Je ne sais pas si vous comprenez, hein? C'est-à-dire qu'ils vont faire des essais nucléaires sur notre territoire, et puis après ils nous expliquent que non, vous savez, on doit protéger la biodiversité. Mourir de rire. Bon, ça c'est le problème de fond. Et puis il y a la forme, c'est-à-dire que nous avons un document, c'est ça le sujet, un document qui est supposé provenir du ministère des Armées, du ministère français des Armées, en direction de l'ambassade de France en République centrafricaine. Et pour l'instant, les principaux participants, en tout cas la France, nient en bloc. Et on n'a pas encore la communication de la République centrafricaine. Parce que les Français disent que c'est un faux document. Donc, moi, j'ai pris connaissance du document. Bon, j'ai quand même remarqué des choses qui sont imprécises pour le fond. Là, je parle du fond maintenant du sujet. Dans la gestion des grands projets, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de nom de code du projet, il n'y a pas le nom de code de truc sur le document que j'ai lu. Parce qu'avant d'en arriver à déplacer les gens, c'est qu'on a déjà signé des contrats et des conventions. Il y a beaucoup de choses qui sont connues. Et à ce moment, quand on nomme ce projet, on le nomme avec ses références. Donc j'ai été un peu épaté par ce document-là qui ne reprenait pas les codes des projets de cette nature. Et comme j'ai travaillé dans des projets militaires, j'ai conduit des projets de cette nature, le document m'a semblé un peu, je l'avoue, invraisemblable. D'abord, dans un document comme ça, on ne dirait pas arme létale, essai d'arme létale. Il n'y a pas la précision sur quel type d'essai. Un couteau de cuisine est une arme létale. Donc, je veux dire que c'est quand même assez vague pour dire on va faire des essais d'armes létales, c'est-à-dire d'armes capables de tuer. Une Kalachnikov, on imagine quand même qu'on n'a pas fait le déplacement pour aller faire ça, parce que c'est un fusil d'assaut léger ou une arme lourde. Alors, si on va en République centrafricaine, c'est que c'est quand même autre chose. Voilà, et les désignations ne sont pas claires. Et en général, dans ce genre de projet, quand les délégations se déplacent, ben ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, comme j'ai vu là. Enfin, j'ai pris connaissance du document, il m'a semblé un peu invraisemblable. Maintenant, il faut quand même savoir qu'on peut créer un document soi-même pour accuser l'autre. Oui. Je peux créer un document que je rends public et j'accuse la Russie de vouloir me nuire avec le document que je rends public. J'accuse un tiers.
Voilà. Mais pour l'instant, comme Albert Anatole ici a dit, on attend quand même la communication de la République centrafricaine sur le document. Donc il est très très difficile d'en parler comme ça a priori. C'est-à-dire on peut en parler globalement sur les essais où les gens doivent être indemnisés, où il y a le mépris des populations, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on fait ces essais nucléaires sur d'autres peuples, c'est parce qu'on les méprise. Parce qu'on a l'impression que ce sont des sous-hommes. Et on va d'ailleurs revenir au mea culpa parce que le sujet est un peu analogue. Et j'ai trouvé, mais alors, on reviendra, mais d'un mépris de par dire que l'esclavage est une erreur de l'histoire. C'est le crime de l'humanité le plus grave de l'histoire. Il y a eu plusieurs formes d'esclavage, hein, et il y a eu plusieurs formes de traite, on peut en parler, ce serait une longue histoire. Mais ce sont les crimes, parce qu'il y a la traite négrière, mais avant il y a eu une forme d'esclavage qu'on appelait la traite des blanches, on pourra en parler, qui était la traite arabo-musulmane, qui était la traite des slaves. C'est de là vient le mot esclavage. Un esclave est un slave en captivité. Dans la première traite des hommes, la plus violente, était la traite des slaves. Oui, les gens ne savent pas ça. Elle était avant la traite négrière. D'ailleurs, en anglais, on dit encore a slave. Donc, c'est les derniers, la littérature est très peu abondante dessus. D'abord parce que ceux qui écrivent dessus écrivent dans des langues slaves. Mais les dernières documentations que j'avais vues dessus disaient les derniers négriers étaient des juifs tatars qui allaient attraper des slaves pour aller les vendre en pays musulmans. C'est-à-dire qu'il faut se comprendre qu'à l'époque, ce qu'on a appelé les musulmans, ce n'est pas les musulmans d'aujourd'hui. Il ne faut pas confondre ça avec les arabes musulmans. Parce que même s'il y a confusion entre arabes et musulmans, qui avaient pénétré l'Espagne et le sud de l'Europe en faisant la guerre sainte, cette partie a été musulmane pendant longtemps, hein, ottomane, musulmane pendant longtemps, avaient besoin d'esclaves pour la guerre sainte. Pour faire court, ils allaient arrêter des slaves et on les émasculait. Les dernières informations la littérature que j'ai eue dessus, c'est qu'on les émasculait à Angers. Et que c'était ce que j'ai lu, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on me traite antisémite, mais que c'était des juifs parce qu'ils avaient l'habitude de la circoncision. Émasculer, ça veut dire enlever les testicules, parce qu'on estimait que des gens qui n'étaient pas musulmans n'avaient pas le droit de se reproduire en terre sainte. Mais 75% mouraient. Et les femmes étaient vendues et servaient à la reproduction. Et c'est là, quand vous entendez parler souvent des harems, certains émirs avaient 500 femmes. Il y a donc confusion là entre l'épouse et l'esclave. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles 500 000 femmes, et ils faisaient des enfants qui étaient métis. C'est l'une des raisons qui a fort blanchi les populations dites arabes aujourd'hui. Mais c'est une partie de l'histoire dont les gens n'aiment pas parler, ni les Arabes qui connaissent, ni les Européens. En tout cas, les esclavages sont les crimes contre l'humanité. Et le dernier, c'est la traite négrière. On ne peut pas parler d'erreur de l'histoire. En tout cas, nous sommes encore sur le premier sujet, c'est les essais d'armes létales, comme ils ont dit. L'idéal, c'est que la République centrafricaine communique dessus et qu'on examine un peu leur point de vue, ce qu'ils pensent. Mais comme je redis, quand moi j'ai consulté le document, parce que vous m'avez fait part de tout, j'ai consulté ce document qui circule d'ailleurs dans les réseaux sociaux, je n'ai pas vu les codes, le contrat. On aurait dû dire en vue du contrat numéro tant, fait tant, de ces références, dans la suite de ce contrat, voilà, les gens, telle délégation arrive. Et puis dans ce genre de choses, les communications se font par valise diplomatique. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas un courrier simple. On envoie un courrier par valise diplomatique. Et pour moins que ça, déjà, on envoie des informations par valise diplomatique. Je ne pense pas qu'une correspondance comme celle-là peut être envoyée par courrier simple.
Merci Henri à Tangana. Jusqu'ici, Paris n'a pas mentionné ouvertement un responsable ou alors un coupable, quelqu'un particulièrement ou encore un pays qui voudrait forcément porter atteinte au rapport qui existe entre Paris et Bangui. Mais comme vous l'avez dit tous les deux d'ailleurs sur le plateau, on reste en attente de la communication du gouvernement centrafricain qui viendra peut-être étayer un peu mieux nos analyses sur le plateau concernant cette question. Alors Henri Atangana, vous avez emboîté le pas à notre thématique principale. Pourquoi ne pas démarrer tout de suite là-dessus? Nous parlons de ce mea culpa de Joe Biden au nom des États-Unis d'Amérique des siècles plus tard, qui estime qu'il est aujourd'hui important de reconnaître une erreur historique qui a été commise par les États-Unis, le rôle de Washington dans le commerce des esclaves, la traite négrière, dans ces crimes contre l'humanité. C'est ainsi que cela est considéré aujourd'hui. Albert Anatole Haïssi, le président américain, s'est exprimé le 3 décembre dernier au musée national de l'esclavage de la capitale à Luanda, en Angola, pays d'ailleurs qui était au cœur de ces échanges d'esclaves, puisque de nombreux ressortissants angolais se retrouvaient en Amérique dans le cadre de ce crime contre l'humanité. Une réaction de Joe Biden qui porte peut-être à interrogation, mais qui nous mènera certainement, Albert Anatole Haïssi, à pourquoi l'Angola, déjà pour démarrer, lors de cette visite africaine, cette visite américaine sur le territoire africain, en fin de mandat de Joe Biden. Mais écoutez, le contexte est là. Il y a un double contexte. Le premier contexte, c'est géopolitique. Il est mieux vaut tard que jamais. Mais ce qui est plus important, c'est le contexte dans lequel intervient cette déclaration de M. Biden. Oui. Il est bien allé en Angola faire du business. C'est-à-dire annoncer la relance, n'est-ce pas, des travaux du couloir ferroviaire qui va transporter, n'est-ce pas, les minéraux stratégiques qui seront exploités de l'Angola vers, justement, de la République démocratique du Congo, Angola plus, je crois, la Gambie. Donc, il est allé, c'était dans le contexte, il fallait bien adoucir un peu les esprits par rapport aux faits historiques. Donc, c'était une déclaration opportuniste. Il n'est pas la certitude que c'était une déclaration sincère. Je le dis pour deux raisons. Vous ne pouvez pas, en territoire angolais, faire une sorte de confession de ce que vous appelez une erreur. Une erreur, c'est quelque chose qui n'est pas intentionnel. N'est-ce pas? Effectivement. Une erreur, c'est quelque chose de non intentionnel. C'est un acte non intentionnel. Or, l'esclavage, c'était quelque chose de planifié. Ce ne saurait donc jamais être une erreur. C'était planifié pour permettre aux esclavagistes d'avoir des bras vigoureux pour aller travailler dans les champs, dans les plantations de canne à sucre, construire des chemins de fer, construire des maisons, en tout cas, effectuer ou réaliser les travaux les plus difficiles. C'était ça, le rôle des esclaves. Quelque chose qui a fait plusieurs siècles ne peut pas être une erreur. Et c'était entretenu par non seulement les États américains et européens, mais ils ont même associé dans cette affaire l'Église. Et quand vous associez l'Église dans une affaire, ça ne peut plus être une erreur. La même erreur ne peut pas se répéter au XXIe siècle. C'était une erreur. Je crois que Haïti est là pour nous parler. La Guadeloupe est là. La Nouvelle-Calédonie est là. Qui, du point de vue des Nations Unies, est un territoire
non autonome. Comme la Palestine est un territoire non autonome, c'est-à-dire un territoire qui est colonisé. Et les États-Unis de Biden, puisqu'il est encore là comme président, soutiennent la colonisation israélienne en territoire palestinien. Les États-Unis de Biden soutiennent et financent les gangs du côté de Haïti. Donc, et à Haïti, vous avez un peuple qui est esclavagisé, qui paye une dette coloniale. C'est-à-dire le premier peuple de la terre, le peuple noir, a obtenu son indépendance, je crois que c'était en 1872, je crois bien. C'est le premier peuple noir à obtenir son indépendance, sa souveraineté, mais qui en 2024 n'est jamais sorti, n'est-ce pas, des fourches codines de l'asservissement. Ça ne peut donc pas être ça. Donc, il s'agit, c'est une communication inopportune. Oui, ce n'était pas une erreur. C'est trop facile de dire que l'esclavage c'est une erreur, c'était une erreur pour se faire bonne conscience. Non, ce n'était pas une erreur. Du tout. Si l'esclavage était une erreur, je crois que les États-Unis seraient au-devant de ces pays-là qui se mobilisent, qui mettent tout en œuvre pour qu'il n'y ait plus de territoire non autonome sur sur la planète Terre. Mais il existe des territoires non autonomes, c'est-à-dire qui n'ont pas d'indépendance, qui n'ont pas de souveraineté, dont les peuples n'ont aucune souveraineté, dont les peuples ne sont pas indépendants. Sur le continent africain, il y a plusieurs pays qui ne sont pas indépendants, mais qui sont indépendants sur le papier, mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Le Cameroun est-il indépendant? Je ne pense pas. Le Gabon, c'était un territoire indépendant, c'était un peu indépendant, je n'ai pas la certitude. Parce que vous avez une puissance autoproclamée qui a son empire colonial qui lui permet d'avoir une place de membre permanent avec droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça s'appelle la France. Comment en 2024, il peut avoir au Conseil de sécurité un membre qui a encore un empire colonial, qui a des néocolonies, qui a des colonies de peuplement du côté de la Nouvelle-Calédonie, du côté, n'est-ce pas, de l'île de la Réunion, de Guadeloupe, de Martinique, de Mayotte. Mais il me semble que la Charte des Nations Unies, justement, proscrit, n'est-ce pas, proscrit cela, c'est-à-dire que pour être membre à l'ONU, il ne faut pas être un colonisateur. Mais il me semble donc que la France c'est un État colon, si vous voulez. C'est un État colonisateur. Et c'est important d'évacuer rapidement ces narratifs-là qui consistent à absoudre sa conscience et crime, non. Je crois que depuis que Biden est arrivé à la Maison-Blanche, les affaires ont repris dans le monde. Ce n'est pas du chaos. En Ukraine, au Moyen-Orient et ailleurs, sur le continent africain. Donc, on ne peut pas donc pas croire en seul temps qu'il soit sérieux, M. Joe Biden. M. Attan l'a indiqué tout à l'heure. C'est un crime humain. La colonisation, la traite nucléaire, ce sont des crimes humains qui doivent être traités comme tels. Et que ce soit les responsables, le co-responsable ou les descendants des auteurs de ces crimes, ils doivent répondre devant l'histoire et devant les juridictions internationales. Et je crois que c'est aussi simple que ça. Mais pourquoi est-ce que M. Joe Biden freine des quatre fers lorsque la CPI émet des mandats d'arrêt internationaux à M. Benjamin Netanyahu et à son ancien ministre de la Défense, eux qui sont accusés par cette institution judiciaire internationale de crimes de guerre. Je crois que s'il était sérieux, Joe Biden ne trouverait pas inacceptable que la CPI émette des mandats d'arrêt internationaux contre M. Benjamin Netanyahu qu'il soutient.
Je vous entends, Albert Anatole, ici. Alors, selon vous, le mea culpa de Joe Biden, le mea culpa de Washington ne saurait être un fait considérable du fait de l'actualité en ce moment en ce qui concerne le soutien aux crimes contre l'humanité sur les territoires comme la Palestine, la Syrie ou bien d'autres encore. C'est bien cela? Bien évidemment. Parce que lorsqu'il dit que c'était une erreur, quand vous reconnaissez une erreur, elle ne doit pas être répétitive. Vous reconnaissez une erreur, vous faites l'effort de ne plus commettre la même erreur. Or, vous constatez donc que Washington, et plus précisément l'administration de Joe Biden, est dans la répétition des mêmes erreurs historiques. Ce qu'il dit est factuel. Ce qu'il dit est factuel. Donc, si c'était une erreur, Washington ne serait pas en train de soutenir justement des individus qui, justement, perpétuent les crimes de guerre, des crimes humains. Parce que l'esclavage, c'est un crime humain, c'est un crime contre l'humanité. Ok. Merci Albert Anatole Haïssi. Henri à Tangana, Washington, se dit aujourd'hui prêt à prendre ses responsabilités, reconnaître ses torts, mais surtout estime que l'esclavage qui a eu lieu, comme je le disais tout à l'heure, entre les 15e et 20e siècles sur le territoire africain était une erreur des ancêtres américains. Mais aujourd'hui, peut-on se dire simplement que l'Angola est en train de se laisser avoir par un discours de mea culpa de Washington au moment où Joe Biden est en train de déposer la clé sous le paillasson à la Maison Blanche? Avant que vous ne puissiez répondre à cette question, je vous laisse d'abord avoir cette analyse selon l'historicité dont vous parliez tout à l'heure, que vous vouliez d'ailleurs mettre en exergue. Oui. Oui. D'abord, c'est un crime et il faut ajouter au propos de mon copanéliste, crime imprescriptible. Un crime imprescriptible. Je perds mes mots devant vous. Donc, je reviens à cette histoire-là, dont l'esclavage, comme vous avez parlé, au 15e, 16e siècle. Avant, là, il y a eu la traite des Blanches, qu'on appelle des Blanches, parce que la majorité des Slaves, c'est-à-dire que les Russes, c'est ça les Slaves, qui ont été mis en esclaves. Mais à l'époque, les acheteurs étaient ce qu'on a appelé après les musulmans ou les arabo-musulmans, enfin bref, on ne va pas revenir dessus. C'est une bonne partie de l'histoire qu'il faut voir. Et en ce qui concerne les Africains, on doit parler de traite négrière pour faire la distinction entre l'esclavage de façon générale et la traite négrière. Et pire encore, la traite transatlantique, tout en sachant que la colonisation est juste un autre mot de l'esclavage. La colonisation est un mot de l'esclavage. C'est-à-dire qu'on nous prenait plus, il n'y avait plus de traite, on ne transportait plus les gens pour aller travailler dans les champs. Mais on venait faire les champs en Afrique, on nous faisait esclaves chez nous. Et ces champs sont encore là. Les champs d'EVA, vous pouvez les trouver au Cameroun, dans plusieurs pays d'Afrique, de cacao, et tout. Voilà. Et il faut savoir qu'on a voulu quitter cet esclavage-là, on nous a mis une nouvelle forme d'esclavage, une nouvelle forme de colonisation qu'on a appelée néocolonisation. Et comme Albert Anatole ici disait, Haïti paye encore. Je vais juste apporter un peu de précision dessus. Pourquoi Haïti paye? Je rappelle en passant qu'on va interdire l'esclavage, en tout cas en France, après la Révolution française. Donc, nous sommes en 1789. Et si vous lisez les débats parlementaires, vous allez être ahuri de ce qu'on attendait. Ça veut dire qu'on s'est demandé ce qu'est la propriété privée. Parce qu'on allait dans un monde libéral. Pourquoi je viens sur la notion de propriété privée? Parce qu'on disait que les propriétaires d'esclaves estimaient que les esclaves dans les cales étaient leur propriété privée, étaient leur capital. Au point où on va en réalité, je crois que c'est Robespierre qui va obtenir l'abolition de l'esclavage, je crois que c'était le 23 juin 1793,
Après de longs débats. Mais avant, on a retiré les Noirs de la notion de liberté. Il faut comprendre que la Révolution française passe avec la notion de liberté, comme aux États-Unis. Tout homme doit être libre. Mais pendant les débats, on va retirer les Noirs. On dit, ah non, eux, ils ne sauront pas. Et c'est, je crois qu'à la Convention, qui était passée pendant la Convention, en 1793, que Robespierre arrive à qu'on mette les Noirs, on extrait les Noirs de la notion de propriété. Ça n'est pas des erreurs. Ce ne sont pas des erreurs. Et si vous lisez toute la littérature, je ne vais pas passer dessus parce qu'on a que, oui. Si je commence à vous lire tous les échanges qu'il y a eu dessus, ben en 2 heures d'émission, ce ne serait pas suffisant. Mais je place le tableau et beaucoup de personnes peuvent consulter les archives de la Révolution française et la véritable abolition de l'esclavage. Et Albert Anatole Haïti va dire Haïti continue à payer. Pourquoi est-ce que j'ai introduit par ça? Et parce que on a dédommagé les propriétaires d'esclaves. Vous entendez bien. C'est-à-dire qu'on va abolir l'esclavage, mais on va dire que comme c'est un manque à gagner pour les propriétaires d'esclaves, on va les dédommager. Et on va créer la Banque du Sénégal, qui aujourd'hui est l'ancêtre de nos banques d'émission, c'est-à-dire la Banque de l'Afrique de l'Ouest, la Banque de l'Afrique centrale et la Banque des Comores. C'était la Banque du Sénégal. Et on a transformé les dédommagements en actifs de la Banque du Sénégal. Vous savez ce que ça veut dire en pratique? C'est cette Banque du Sénégal, comme je vous ai dit, qui est l'ancêtre de nos banques des émissions. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, Africains, aujourd'hui, par le franc CFA, nous dédommageons les négriers parce qu'ils ont arrêté l'esclavage et ils ont perdu des actifs. Parce que c'est ça que c'est. Parce qu'en fait, quand on a des délais de non seulement on a des délais dédommagés, mais l'État français a refusé de dédommager. Et on a donc créé la Banque du Sénégal, l'ancêtre des banques de ce qui est appelé banque d'émission aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce franc CFA que nous avons là, voilà son histoire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que là où on va. C'est-à-dire que nous sommes encore aujourd'hui, comme je l'ai indiqué, des pays sous esclavage, financièrement, par le franc CFA, parce que c'est quelqu'un d'autre qui gère notre monnaie. C'est lui on dépose les devises et nos ventes. Et en 1960, c'était 100% de nos devises. Je rappelle aux uns et aux autres que c'est le 1er janvier 1960 que le franc français passe de l'ancien franc au franc lourd et prend de la valeur. Après que le 26 décembre 1959, De Gaulle a signé les accords monétaires, c'est-à-dire l'obligation de déposer nos avoirs au Trésor français, l'or et les devises, tout en sachant qu'à l'époque, nous étions à l'étalon or. Il y avait donc une relation étroite entre la devise et l'or. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand votre grand-père vendait le cacao dans n'importe quel pays du monde, toutes les devises qu'on avait, c'est-à-dire tout l'or qu'on avait, puisqu'il y avait étroite liaison entre les devises, quelles qu'elles soient, et l'or. Les monnaies et l'or, nous étions à l'étalon or. Nous allions le donner à Papa la France. Et Papa la France, pour notre besoin intérieur, nous créait des tickets de troc, qu'on appelle franc CFA, qui nous permet de travailler entre nous. Mais quand on voulait acheter quelque chose, on devait prendre ce CFA pour aller donner à Papa la France, que Papa la France donne les devises pour pouvoir acheter quelque chose. Vous avez compris que c'est lui qui était à peu près notre parent. Donc nous sommes encore sous esclavage. Monsieur Biden, si vous pensez vraiment que l'esclavage est un crime imprescriptible contre l'humanité, pourquoi vous ne dites pas à Macron, je vais lui donner la solution, de faire une cession, parce que le franc CFA est une propriété intellectuelle de la France. Macron, c'est un décret. Je fais une cession de propriété aux pays africains. C'est tout. Et là, la suite sera les comptes d'opération, les soldés,
et nous verser ce qu'ils nous doivent. Comme nous, on n'est pas là pour vérifier ce qu'on a déposé, ça ne va pas être facile. C'est puisque, supposons qu'il y ait cession de cette propriété-là. Nous devons donc propriétaire intellectuellement du franc CFA. Qu'est-ce que ça causerait comme préjudice à la France? S'il n'y a pas de préjudice juridiquement, ça ne coûte rien à Macron de faire cette cession. C'est une cession de propriété, puisqu'ils ont déposé le franc CFA comme leur propriété intellectuelle. Et il n'y a pas de préjudice à faire la cession de propriété. Sauf si nous estimons qu'ils ont un préjudice. Évidemment, on se retrouve encore exactement dans le cas d'Haïti que Albert Anatole a ici parlé. Nous voulons quitter le franc CFA. Ils vont nous demander qu'on les dédommage parce qu'ils ont une perte, parce qu'ils ont un préjudice. Exactement comme on a dédommagé les propriétaires d'esclaves parce qu'on estimait qu'ils avaient un préjudice parce qu'ils libéraient les esclaves. On nous dirait, oui, mais pour quitter le franc CFA, nous avons un préjudice. S'il n'y a pas de préjudice, mais M. Macron fait une cession de propriété intellectuelle. C'est un document contractuel. Aussi simple que ça. Alors que M. Biden dit, ben, parce que nous sommes encore en esclavage. Quand il dit là, c'était une erreur, non, nous sommes encore là. C'est pour ça qu'il y a le franc CFA et c'est pour ça qu'il y a les bases militaires. Parce que les bases militaires n'ont aucun autre rôle que de garantir les intérêts. Si vous pensez que les bases militaires servent à venir lutter contre le djihadisme, alors là, vous êtes naïve, Madame Bégoudé. C'est garantir les intérêts. On en discutait dernièrement. Si, au Niger, s'il y avait encore les bases militaires françaises au Niger, l'affaire d'Orano, on n'en parlerait plus. Les bombes atterriraient sur le palais de M. Tiani. Et l'exemple, il est là. Le jour où Sarkozy a pris le téléphone, il a dit à Gbagbo, tu n'as pas gagné les élections. Le mec, il est assis à l'Élysée. Hein. Mais il vous dit qu'il a gagné les élections dans votre pays. Ça s'est passé devant vous, c'est récent. Je ne vais pas rentrer dans des exemples historiques. Et Gbagbo lui dit, ben non, recomptons. Il lui dit, je ne te demande pas de recompter, je dis de sortir du palais. Gbagbo raccroche. Et les bombes tombent. Et ça s'est passé en direct. Vous avez vu comment un pays est allé bombarder un palais présidentiel. On a retiré Gbagbo et sa femme. De quel droit? De quel droit? Ça veut dire quoi? Je suis en train de dire que l'esclavage, nous y sommes encore. Alors quand il nous dit mea culpa, machin, tout, non, 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 non. S'il y croyait vraiment, une réunion avec Macron, moi je lui ai donné la solution. J'ai donné la solution ici, je la propose là. Macron, c'est une cession de propriété. C'est un document contractuel. Et si cette cession ne lui est pas préjudiciable, je ne vois pas pourquoi il ne la signerait pas, puisque ça ne lui cause aucun préjudice. Sauf s'il nous explique que cet esclavage, exactement comme pour la libération des esclaves, je vais sortir par là parce que le sujet, il nous prendrait des heures, hein, peut-être des mois d'émission. Voilà. Donc, quand il nous raconte ce tralala, on peut y arriver. Maintenant, la vraie raison, c'est la raison géopolitique, comme Albert Anatole ici a évoqué. Nous sommes dans une réalité géopolitique où on sent que, c'est-à-dire qu'en fait, les États-Unis essayent de changer le rapport après avoir été le pays dominant qui avait le gros bâton pour frapper sur tout le monde. Quand vous n'êtes pas d'accord avec les États-Unis, vous prenez un bâton sur la tête. Voilà, ils appellent ça Big Stick Policy, la politique du gros bâton. Je blague pas, je rigole pas. Big Stick Policy. D'ailleurs, Henry Kissinger disait, il est mauvais d'être l'ennemi des États-Unis, mais il est pire d'être leurs amis. Vous avez compris, quand vous êtes leur ami, vous faites ce qu'ils veulent. Si vous ne faites pas, ils tapent dessus. Quand vous êtes leur... Voilà. Donc, c'est ça la politique. Aujourd'hui, avec le changement, le bouleversement géopolitique mondial, ils essaient de changer la nature des relations. Et ils racontent à ceux qui veulent bien les écouter ce qu'ils ont envie de raconter. En réalité, nous sommes là encore
dans une manœuvre de recolonisation. On a eu le néocolonialisme comme décolonisation. Ils avaient aussi changé le narratif. Vous allez être indépendant, vous allez faire ce que vous voulez. On se retrouve avec une base militaire, le franc CFA. Et d'ailleurs, dans le monde entier, les Américains avaient imposé le dollar comme monnaie mondiale. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que les États-Unis n'achètent pas dans le monde. Ils impriment le papier, ils prennent partout où ils veulent. Puisque vous prenez leur monnaie, et que leur monnaie n'est plus reliée à l'étalon or depuis 1971. Ça veut dire que s'ils veulent acheter quelque chose chez vous, Madame Bégoudet, ben ils viennent, ils impriment le papier, ils prennent une imprimante. Parce que le dollar aussi est une propriété intellectuelle, comme le franc CFA. C'est une propriété intellectuelle. Ils sont les seuls à pouvoir l'imprimer. Ce papier qui ne vaut rien, ils impriment, ils viennent, ils achètent dans le monde entier. C'est comme ça qu'ils ont bâti leur puissance. Ok. Aujourd'hui, ils sont doublés du point de vue militaire par la Russie, parce que c'est ça qui fait peur dans le monde, le militaire. Ils essaient de changer la nature de leur rapport et évidemment, ils changent de posture et de narratif, comme on dit très très souvent, je sors par là. Merci Henri Atangana, Albert Anatole Aïssi. D'après les propos d'Henri Atangana à la deuxième partie de l'interrogation qui lui avait été posée, l'Angola se fait avoir puisque l'esclavage n'est pas terminé. Les pays africains restent sous esclavage, mais sous une autre forme. On peut parler de la forme monétaire, par exemple. Mais avec vous, Albert Anatole Aïssi, les déclarations de Joe Biden ont été reçus en Angola par certains analystes du pays comme des propos historiques, après avoir qualifié d'ailleurs cette visite de visite unique et historique sur le territoire angolais. Les analystes estiment que les États-Unis ont fait un grand pas. Pourtant, aucune réparation n'a été annoncée, aucun fait pour réajuster cette histoire justement qui a été encore une fois rappelé par Joe Biden, n'a été fait, n'a été annoncé. Que comprendre finalement? On se moque des Africains, on dit avec un discours uniquement pour approfondir les investissements. Vous parliez tout à l'heure de cette voie ferrée qui pourra relier la Zambie, la République démocratique du Congo et évidemment l'Angola. Est-ce bien le schéma qu'on observe encore en ce moment? Je vous ai fait comprendre que c'était une déclaration, c'était une communication opportuniste. C'est du blablabla. On peut essayer de brocader en mettant ça dans le contexte d'abord du business qu'il allait faire en Angola. Oui. Et ensuite le contexte géopolitique, comme ça a été tout à l'heure évoqué une fois de plus par mon copanéliste Henri Atangana. Rien de plus. Rien à se mettre sous la dent. Je voudrais quand même faire savoir que la société angolaise est une société métissée. C'est-à-dire que l'esclavage, la traite négrière sont passés par là. Si Biden était quelqu'un de sérieux, bien sûr qu'il ne l'est pas, mais il aurait commencé par le commencement. Le commencement, c'est quoi? C'est d'abord dénoncer le code noir et la charte de l'impérialisme qui sont un document écrit par ses ancêtres. C'est le départ de tout. La hiérarchisation des races. Et dans cette hiérarchisation des races, le noir était un bien meuble, un bien marchand. C'est pour ça que lorsqu'il venait sur le continent africain chercher la marchandise, comme il l'appelait, mais des êtres humains que nous sommes étaient enfermés dans les enclos. Et bien évidemment, les fermiers britanniques, américains, européens chacun venait choisir sa marchandise. Un peu comme nous allons souvent marcher, chacun va choisir son mouton ou bien sa chèvre. C'est là que le noir est réduit. Même actuellement, allez au Moyen-Orient, vous avez les trafics humains qui s'y déroulent. Les trafics d'organes qui s'y déroulent. Sur son propre sol aux États-Unis. Il y a eu des massacres, n'est-ce pas, des quartiers noirs. Je crois que le retour commencer par là-bas. Comment sont-ils traités des Noirs américains, c'est-à-dire les Afro-descendants?
comment sont-ils traités par sa propre administration? Il faut qu'on soit sérieux. Donc, c'est du blablabla. Il n'y a pas de sérieux. Maintenant, ceux qui pensent que c'est un début de quelque chose, ça les engage, c'est leur point de vue. Mais nous pensons que si on doit commencer par quelque chose, c'est d'abord dénoncer le code noir et l'achat de l'impérialisme. Secondo, véritablement faire acte de conclusion de ce qui est véritablement passé et envisager justement des réparations. Un peu comme ils l'ont fait avec les Juifs. Puisque Biden lui-même, c'est un descendant des Juifs. Il soutient les Juifs, américains et consorts. La preuve, c'est que son administration fourgue les armes qui bombardent les populations civiles à Gaza, en Syrie, en Iran, en Iran, en Irak, au Liban et consorts. Mais ce sont les armes américaines qui font tous ces désordres. Donc vous ne pouvez pas, dans un tel contexte, tenir de tels propos alors que les événements géopolitiques vous contredisent. Donc, il y a un manque de sérieux dans cette affaire-là. Oui. Bref, c'était une déclaration, une communication opportuniste, tout simplement. Rien de sérieux à mettre sur la dent. Et qu'en est-il alors des pays africains comme l'Angola qui estiment salutaire le geste qui a été posé par les États-Unis? Finalement, c'est à nous-mêmes qu'il faut en vouloir dans ce genre de circonstances. Fallait-il réclamer justice pour les autres pays africains? Fallait-il réclamer réparation, mais aussi rétablissement de l'indépendance et la souveraineté des différents pays, qu'ils soient africains ou encore, je ne sais pas, d'Amérique latine, afin que cet esclavage, sous la forme actuelle, soit aussi dénoncé et reconnu par les États-Unis? Mais écoutez, Madame Begoudé, déjà, M. Biden n'est pas quelqu'un de sérieux. Vous ne pouvez pas choisir un voyage d'affaires, parce qu'il s'agit d'un voyage d'affaires, d'une visite d'affaires, oui, pour aller parler des faits historiques. Je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. C'est-à-dire qu'il faut mettre chaque situation dans son contexte. C'est-à-dire, vous choisissez une visite d'affaires pour aller parler des événements historiques qui constituent une page noire de l'histoire d'un peuple. Et vous pensez qu'on doit prendre cela au sérieux du tout? Vous n'allez pas demander aux criminels de vous fournir des éléments, n'est-ce pas, de sa culpabilité. Ce qui s'est passé, c'est la traite négrière, l'esclavage, c'est exactement l'image de ce qui s'est passé à Thiaroye le 1er décembre 1944. Demandez à la France de vous fournir la preuve de sa culpabilité, de sa responsabilité dans ce fait historique, c'est que c'est vous qui avez un problème. Donc il appartient aux Africains, comme ce ne sont pas les autres peuples qui ont demandé aux Juifs d'exiger non seulement la vérité sur la Shoah, et de demander et d'exiger également les réparations, mais c'est le peuple juif qui a pris sa responsabilité, son courage, sa détermination pour exiger d'abord la reconnaissance de ce massacre, de ce génocide, et ensuite exiger des réparations. Mais sauf que vous avez une sorte d'arrogance, justement, qui anime l'esprit de ces descendants des génocidaires, des génocidaires et des criminels. Lorsqu'il s'agit de l'esclavage, de la traite négrière ou bien de la colonisation. Pourquoi? Parce qu'en face, il constate qu'il n'y a pas la détermination à exiger non seulement la vérité historique, à la rétablir, mais surtout des réparations éventuelles. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas, ils ne veulent pas véritablement prendre à cœur ou au sérieux cette affaire-là. Donc, il appartient au peuple noir, aux descendants des victimes, d'être déterminés, d'exiger la vérité historique qui s'impose et exiger éventuellement des réparations. Pourquoi pas aller vers un tribunal international pour justement répondre de ces crimes. C'est ça qui est la question. Donc, le reste, c'est de la pure justification. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple, n'est-ce pas, du traitement qui est réservé aux Noirs américains, en territoire américain. Mais pourquoi est-ce que M. Biden ne commence pas par là? Mais tous les jours, vous avez des pratiques racistes qui sont observées. Vous avez des assassinats à caractère raciste. Vous avez la discrimination raciale qui est le fait des policiers. Parce qu'aux États-Unis, comme dans tous ces pays, dans tous ces pays-là, lorsque votre peau est noire, d'office vous êtes un suspect. Même si vous êtes innocent, d'office vous êtes un suspect. Alors, il faut donc d'abord commencer par là.
Donc, nous pensons, Madame Bégoutté, que et c'est pas ça. Le fait que M. Biden fasse une communication opportuniste au détour d'une visite d'affaires en Angola, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Ce qui va résoudre le problème, c'est mettre en place une organisation scientifique, je veux dire une organisation constituée des scientifiques, d'universitaires, d'archéologues, tout ce que vous voulez, qui va réfléchir sur cette affaire, sur cette histoire. Oui. Cette histoire sombre, je parle de l'esclavage, de la traite négrière. C'est ça qui est la question, un peu comme ça c'est en train de se passer du côté du Sénégal en ce moment, où il a été mis en place une commission qui a la responsabilité de travailler sur le massacre de Thiaroye. C'est la même chose qui doit se faire en ce qui concerne la traite négrière, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Ce ne sont pas... en territoire américain, je vous ai fait comprendre que vous avez tout un quartier noir qui a été rasé. Et ce quartier était... c'était le premier quartier, c'était le quartier le plus riche aux États-Unis. Parce que c'était des commerçants. Ce quartier a été totalement rasé de la carte parce que c'était le quartier des Noirs. Pour être attribué à qui? Aux Juifs. Voilà la réalité du pays de M. Joe Biden. Merci Albert Anatole Aïssi. Bien, les réalités continuent d'être décriées sur ce plateau en ce qui concerne cet esclavage d'ailleurs qui se poursuit. Nous sommes à présent au Standard et nous ouvrons avec M. Kofi qui nous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Merci d'être là avec nous. Bienvenue, bonjour. D'accord. Bonjour madame. Bonjour monsieur Aïssi. Bonjour monsieur Atangana. Bonjour Standard. Bonjour technicien. Ce matin, je ne serai pas long. Je serai pas long. Vous savez, avant qu'on a fait ce débat-là sur l'arrivée du président américain en Angola, si le président américain se permet d'insulter la conscience des Africains, c'est parce que le président angolais lui a permis son accord de venir en visite chez lui. C'est pour cela qu'il se permet d'insulter les Africains. Sinon, quand on fait le commerce et qu'on n'en gagne rien, on arrête. L'esclavage, qui a bénéficié? Ce sont les Américains. Ce qu'on nous a dit que l'Amérique est un continent vide, habité par les Arméniens. C'est ça, non? Mais c'est les Noirs qu'on a envoyés pour aller faire les plantations. À la construction des usines, c'est les Noirs qu'on a utilisés. Mais ça a tiré profit au qui? C'est aux Américains blancs là. C'est eux qui ont gagné du profit. C'est eux qui se sont enrichis avec les Noirs qu'on a vendus. Donc je pense que c'est le président angolais, M. Lorenzo, qui a permis qu'on insulte la conscience des Africains. Comme c'est un peuple vaurien, il faut les maltraiter, après venir les caresser avec des mots doux, et puis bon, ils sont là, ils ne réagissent pas. C'est parce que l'Africain ne réagit pas à ce qu'on lui fait, et ce qu'on lui dit là, il ne réagit pas. C'est à cause de l'homme blanc a toujours considéré que la race noire est l'ordure du poubelle. Sinon, quand ils font les choses là, et que nous on réagit ici là, ils allaient savoir qu'ils habitent sur terre avec des gens. C'est parce que je ne suis pas président. Sinon, il n'y aura jamais un Occidental dans mon pays, ou bien un Américain sur mon pays. Même si ma population va griller du gravier pour manger, ils vont manger. Mais quand je finis de dire ça, madame, c'est la faute aussi aux écrivains noirs, africains. Si les écrivains africains écrivaient l'histoire vraie, la lecture vraie, l'histoire vraie, de toute façon, le peuple noir a été maltraité. Si les écrivains africains écrivaient l'histoire vraie des Africains, tout ça n'allait pas se passer. Quand le président américain venait là, il y a quelqu'un, comme on l'appelle, je me souviens au Burkina, il y a un petit étudiant tchadien qui a posé une question à Macron quand il est parti au Burkina. Mais ce dernier a été rapatrié, non?
Parce qu'on lui a expliqué l'histoire. Parce qu'il a étudié l'histoire des Africains. C'est pour cela qu'il a pu poser cette question à Macron. Et naïf, en ce temps que le président burkinabé, Macky Europe Kabouré était, il a rapatrié le petit Cadien qui était à l'université au Burkina. Je pense qu'aujourd'hui, là, si les écrivains africains écrivaient comment l'esclavage s'est passé, comment les coups d'État sont organisés, comment les rébellions sont organisées et qui les organise, l'argent vient d'où, et qu'on met au primaire, au secondaire, à l'université, ces Occidentaux-là, ils allaient comprendre qu'ils ont fait quelque chose aux Africains et ils doivent se repentir, ils doivent réparer. Sinon, ce que le président américain allait dire en Angola, là, ça c'est une insulte. C'est une insulte aux Noirs, c'est une insulte à la race noire. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on a réagi? Est-ce que les Angolais, même, ils ont permis de pas nous insulter sur leur territoire, là, est-ce qu'ils ont réagi? Excusez-moi. Est-ce qu'ils ont réagi? Madame, For You Media, je vous dis merci. Parce que le monde d'aujourd'hui, là, ça serait réciproque. Si vous faites quelque chose à ma population ou bien à mon frère en Europe et que je connais ton frère ici, chez moi, en Afrique, je vais lui faire la même chose que tu as fait à mon frère en Europe ou bien en Occident. Et que quand la réaction sera tic au tac, les autres vont respecter les Africains. C'est nous, on sait que Dieu existe. C'est nous, on pardonne parce que Dieu dit de pardonner. C'est comme ça. Nous, on a avec notre Dieu ici, le Dieu vrai, le pardon vrai. Et ils sont venus avec leur Dieu escroc pour nous fumer. Non, Dieu dit que si on t'a giflé par le jour droit, il faut donner la gauche, ils vont gifler. Qui a dit ça? Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça, madame. Les Africains, là, quand vous faites des trucs, là, réagissez maintenant. La révolution, avant, on n'avait pas de médias. Dans le passé, on n'avait pas de médias. Aujourd'hui, on a Afrique Média, on a For You Media, il y a plusieurs médias africains. Donc, l'Occident, ce qu'il fait au peuple noir, là, vous, ici, en Afrique, réagissez aussi. Quand vous faites du mal, répliquez. Comme ça, nous allons tous savoir que nous habitons la terre que Dieu a créée et que c'est d'autres personnes qui sont venues créer le continent noir où on nous a déversés. Nous, on ne nous a pas déversés. Nous sommes les vrais habitants de la terre. C'est nous, Dieu a créé. Et puis, il nous a donné la terre d'habiter. Et nous, on a créé la race blanche. Une partie de la terre, c'est nous, on est partis les déverser là-bas. Qui s'en rend compte de ça? Donc, pourquoi le président américain va venir insulter la conscience des Africains? C'est le président angolais qui a permis ça. Mais c'est la faute aussi aux écrivains. Si les écrivains africains écrivaient vrai, l'histoire vraie, ce qui s'est passé en Afrique là, aujourd'hui, et que tout le monde a lu ça, tout le monde a étudié ça, ça là n'allait pas se passer. Madame, je vous salue, je salue les techniciens, je salue le standard. Monsieur Albert ici, soit salué. Monsieur Atangana, soit salué. C'est Monsieur Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Je pense que le combat, on a déjà gagné. On l'a gagné. Et ce qui va se passer maintenant, c'est tic au tac. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Merci. Merci à vous, Monsieur Kofi, d'être passé par ici. Nous restons toujours au standard. Les codes d'accès sont d'ores et déjà affichés afin que vous puissiez participer à cette émission, apporter vos préoccupations et vous adresser à nos panélistes sur le plateau, pourquoi pas. Prenons à présent un appel depuis la Côte d'Ivoire. Toujours bonjour et bienvenue dans ce programme. Ouais. Bonjour, Madame Siké. Bonjour aux intervenants sur le plateau. C'est M. Gaoudi, j'appelle la Côte d'Ivoire. Moi, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que moi, je ne comprends pas pourquoi les présidents africains continuent à écouter des chefs d'État. Un monsieur qui lui reste quelques mois pour aller s'asseoir dans son village.
il vient en Afrique, il tient des discours. Il faut discuter avec lui qui est élu. Il ne faut pas discuter avec un monsieur qui sort bientôt et lui-même qui est contesté à cause d'un état peut-être de santé ou une vieillesse. Aujourd'hui, là, on n'a pas besoin de discours où on reconnaît l'esclavage. Nous, on sait déjà ce qui s'est passé avec nos aïeux. Qu'est-ce que les gens ont fait à nos aïeux ici en Afrique et dans le monde, aux États-Unis, partout. Macron vient, ou bien, je ne sais pas, Sarkozy vient, il reconnaît les massacres de Tiaroy. L'autre vient, il reconnaît l'esclavage. Ce n'est pas ça qu'on demande aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on demande le droit de veto ou bien un siège au Conseil de sécurité. Ils savent ce que nous voulons, mais ils dévient, ils veulent nous distraire. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On dit au Conseil de sécurité de l'ONU là-bas, là, nous avons besoin d'un siège, nous avons besoin de parler pour l'Afrique. On ne veut pas que la France écrive les drafts pour aller parler pour nous à notre place, pour aller parler pour nous à l'ONU. C'est pas de ça. On ne veut plus de ça. On demande aujourd'hui le départ des bases militaires sur nos continents. On demande également la réciprocité dans les affaires économiques. On demande à avoir nos monnaies. On demande à avoir un seul État, comme les États-Unis sont faits là. On fait un seul pays avec un seul président, une monnaie commune, la libre-échange. On pourra discuter avec eux. C'est ce qu'on demande. On sait déjà qu'on a été esclaves. On sait déjà qu'il y a eu la traite négrière. On connaît l'apartheid. Les gens viennent nous raconter ce que nous savons déjà. On n'a pas besoin de ça. Ce que nous voulons là, ils le savent très bien, mais ils veulent nous distraire. Non. On veut qu'on nous respecte. De la manière qu'ils se respectent en Europe, aux États-Unis, partout, l'Afrique veut être respectée de la même manière. Et pour ça, là, c'est ce que nous voulons, l'unité africaine, une monnaie commune. Et on veut avoir aussi la bombe nucléaire comme ils l'ont et beaucoup d'autres choses qui nous laissent tranquilles. C'est ce que nous voulons. Venir reconnaître l'esclavage, tout ça, alors que d'ici janvier, il s'en va. Il va venir nous dire quoi? Ça, c'est Lorenzo. C'est Lorenzo qui fait ça. Un monsieur qui s'en va bientôt, s'il invite, il vient raconter du n'importe quoi. Il vient dire ce que nous savons déjà. Donc, je ne vais pas être long. Je crois que ça, c'est pour nous distraire. Il y a nos problèmes réels qui sont là. Les gens voient ça, ils mettent ça de côté, ils viennent nous rappeler ce que nous savons déjà, ce n'est pas normal. Donc, je ne vais pas durer, je vais laisser l'antenne pour permettre à d'autres personnes d'intervenir. Pour moi, ça, c'est un épiphénomène, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas important. Ce n'est pas ça qui est là. Ce que nous voulons là, ils le savent. Qu'ils fassent ce que nous voulons, c'est tout. Merci beaucoup et merci à For You Media. Mais merci à vous pour votre fidélité et votre soutien à notre média, à nos différents médias panafricains et tous nos programmes. À notre appel au téléphone, nous vous disons bienvenue. Bonjour. J'appelle de Cameroun. Merci, bonjour. Je voulais intervenir là. Moi, je ne sais pas, vraiment. Madame Bekoudé, tout ce que vous êtes en train de parler là, comment arrive-t-il que les États africains là, ils ne suivent pas? Comment, même s'ils sont idiots, n'importe comment là, ils doivent vraiment comprendre que le temps est arrivé de changer de comportement. Mais depuis là, vous parlez, ils ne comprennent pas. Est-ce que vous ne pouvez pas trouver une autre commission pour aller rencontrer même ce chef d'État là, par audience, pour leur donner les tracer? Parce que c'est vraiment étonnant. On ne comprend pas. Ils ont quoi dans la tête chaque fois? Le moment est arrivé, ils ne changent pas. Les mêmes comportements qu'on est en train de décrire, c'est la même chose qu'ils sont en train d'adopter toujours là. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce chef d'État là, hein? Elle ne peut pas dire qu'un chef d'État n'a accepté de dire que je veux mourir pour mon peuple. Mais finalement, il faut donc, ce sont les militaires qui viennent renverser tous les présidents là pour prendre les places. Parce qu'avec les civils là, ce n'est que la peur, ils ne peuvent pas parler et tout ça là, ça devient un problème, hein? Le moment est arrivé pour que les choses changent. Mais il n'y a que le camp des militaires qui change. Mais le côté où il y a les civils là, ils ne bougent même pas. Le changement même dit qu'on peut parler là même, ça ne peut pas. Mais ça ne vaut pas la peine, vraiment, avec cette histoire-là. Moi, je souhaite que tous les chefs d'État civils là, qu'on les enlève, que les militaires prennent place à tout ce moment, pour qu'au moins les choses évoluent. Parce que depuis combien d'années que vous en avez parlé, rien ne change. Hein? Vraiment, c'est ce que moi je voulais vraiment dire. La déception là, par rapport à vos battus là, il n'y a pas de changement, c'est ça qui m'énerve et que
Je t'appelle là donc pour vous encourager. Félicitations et beaucoup restez vraiment veillés à cela pour que peut-être petit à petit, peut-être ça peut changer. Bon, merci beaucoup pour les thématiques que vous donnez là. Bonne journée à monsieur Aïssi et monsieur Atangana à côté aussi. Merci, excellente journée à vous aussi. Merci d'avoir pris le pouls de l'information sur For You Télévision. Votre fidélité, elle nous fait énormément plaisir. On reste au téléphone. Nous parlons toujours de cette actualité concernant les États-Unis et l'Angola. Le président Joe Biden, sur place, durant une visite, a tenu à rappeler ô combien les États-Unis reconnaissaient l'esclavage et estimaient qu'il s'agissait d'une erreur du passé américain. Notre appel au téléphone. Merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue. Oui, alors je m'appelle Mohamed, je suis africain, voilà, et j'aimerais intervenir par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Allez-y. Allô? Allez-y, vous êtes en direct, monsieur Mohamed. Allô? Allô? Monsieur Mohamed, est-ce que vous nous recevez? Vous êtes en direct. Je voulais vous dire que les Africains, en fait, ici, ne doit pas constituer quelque chose. Ça doit être un non-événement pour nous. Parce que, en fait, pour nous, l'oppresseur n'a rien à nous apprendre. Déjà qu'ils ont pris notre histoire pour en transformer, pour leur intérêt, alors ils n'ont rien à nous dire par rapport à notre manière d'être ou à notre vision. Voilà, c'est nous prendre encore une fois notre révolution pour eux. Et je voulais faire un coup de gueule aussi par rapport au collègue qui est passé tout à l'heure sur l'émission, pour dire que je suis totalement d'accord avec lui que l'Africain, en fait, on doit empêcher ces gens de venir, cracher ce qu'ils veulent, en fait, chez nous, comme ça, avoir cette autorisation. En fait, dès que les gens là viennent pour dire des trucs qui vont à l'encontre de notre révolution, la population doit sortir tout de suite. C'est-à-dire, chaque action, on a une interaction tout de suite, en fait, pour montrer comme quoi on n'est pas d'accord et on exige même le départ de leur ambassade ou de leur ambassadeur ou quelque chose comme ça. On doit être offensif tout de suite. C'est la meilleure manière de nous défendre. Et le peuple doit être les premiers à faire cela. Ça, c'est la première culpabilité que je dis aux Africains, que c'est leur responsabilité, qui sont en Afrique. La deuxième culpabilité, c'est nous, la diaspora, qui sont en Europe. Nous, la diaspora, nous devons commencer à réfléchir ensemble des clés qu'on doit mettre sur place. Et en Afrique, pour que on puisse mettre des choses en place dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs, pour pouvoir donner le départ à notre communauté chez nous. Et arrêter d'aller en Afrique avec des grosses voitures ou des trucs qu'on a travaillé en économisant ici 1 an ou 2 ans pour montrer aux gens comme si l'Occident, il y a quelque chose ici. Non, il n'y a rien. Ça, c'est notre culpabilité, ça, qu'on a. La troisième culpabilité, c'est les chefs d'État. Les chefs d'État, on les enlèvera en se révoltant contre les institutions qui les maintiennent. Les Bolloré et compagnie, les Areva, tout ça, on doit se battre. Quand ces institutions ne font pas notre affaire, on sort dans la rue, on fait des choses sur Internet et on se mobilise pour les lever, ces gens-là. C'est eux que nos chefs d'État nous martyrisent chez nous. Donc, c'était ma part de contribution et je salue tout votre panel, OTEP à vos différents panels et puis à tous les panafricains. Je vous remercie pour votre combat. Merci et une excellente journée. Excellente journée à vous aussi, OTEP, à vous également. Merci d'être passé par ici. On nous annonce Peter au téléphone. Bonjour et bienvenue. Ok, bonjour Madame Begoudé, bonjour à vos invités, M. Tagana, donc M. Aïssi, et puis merci au call center. Je vais être très bref, je ne vais pas mettre beaucoup de temps, mais à écouter M. Tagana, je comprends qu'il y a un gros problème que nous avons en Afrique. D'abord, c'est un manque d'unité. Chacun va dans son petit côté pour ses intérêts égoïstes et personnels. Je prends le cas de l'Angola, je prends le cas du Rwanda. Je prends aussi le cas de Kenya, alors que nous avons tous été victimes
d'une atrocité il y a de cela 400 ans. Et à aucun moment, lors des différents summits au niveau de l'United Nations, on a mis ça sur la table. Tout ce qu'ils font, c'est de nous distraire avec les résolutions 2000X du problème palestinien, alors qu'il y a un vrai problème qui enracine dans la mémoire des Africains, l'esclavage. Et ça, c'est des choses qui doivent être mises sur la table de l'ONU pour que, officiellement, ces 5 colonies-là, Néderlande, France, Grande-Bretagne, Portugal, Spain, puissent demander officiellement pardon aux Africains d'avoir commis des crimes atroces contre l'humanité, d'avoir décimé la population africaine pour leurs intérêts personnels. Et sur ce, nous nous engageons à dédommager le continent africain. Ils ne le feront jamais, ça rassurez-vous. Hein. Jamais. Jamais, pourquoi? Parce que le blanc dit que c'est lui qui est le maître du monde. Ils nous ont falsifié l'histoire, faisant croire que le monde a commencé par l'Occident et que nous, on sautait de branche en branche à travers la communication qu'on nous a fait passer de Tarzan et consorts, alors qu'ils avaient trouvé des civilisations. J'ai fait des recherches sur l'Australie. J'ai vu que le peuple noir d'Australie, je ne veux même pas utiliser le terme que les Français ou les Anglais émettent, parce que ça me ronge le cœur. Ces peuples-là, ils ont découvert qu'ils avaient une civilisation. Ils avaient un mode de vie. Mais les Écossais et les Anglais sont venus les décimer pour occuper le territoire. Donc vous comprenez que dans la mentalité de ces anglo-saxons et de ces latinos, c'est le sang, la barbarie. Maintenant, quand je tacle la visite de M. Biden, je parle de la visite du Deep State en Angola. Ils ont checké, hein, ça c'est le travail de la CIA, ils ont checké, ils ont cherché le maillon faible. Comment faire pour repénétrer l'Afrique? On se retrouve encore dans la guerre froide lorsque ça, autant pour moi, à l'époque de la guerre froide, lorsque le camp soviétique luttait contre le camp de l'OTAN, jusqu'à ce que le camp soviétique gagne cette guerre en 1975 et chasse les Portugais. Ils reviennent encore sur cette même terre qui avait servi de base de guerre entre l'Union soviétique et les États-Unis. Donc là, on vient de nous faire entendre qu'on veut financer un chemin de fer en passant par l'Angola, l'Okito, machin, etc. Et puis, bon, ça fait plaisir, on applaudit là-bas, Luanda, oh, merci les États-Unis. Écoutez, faut pas qu'on se moque des Africains. Il y a quelque chose de très grave que les États-Unis ont commis. Et je ne crois pas que ce soit une bonne solution pour essayer de nous flatter. Et j'ai aussi dit que le problème majeur, c'est qu'ils veulent absolument s'accaparer des richesses de la RDC. Et comme ils savent que le monde est en train de basculer, donc il faut par anticipation chercher un moyen de pouvoir obtenir des matières premières nécessaires à leur industrialisation. Aujourd'hui, les Africains ont compris que le mécanisme de l'Occident, c'est semer le chaos pour voler. Un peu comme ce qu'ils sont en train de faire en Syrie. Il faut ressemer le chaos pour pouvoir contrôler le pétrole de la zone dans laquelle se trouvent les rebelles qu'ils ont fabriqués de toutes pièces récemment avec le MI6 et la CIA pour faire perdurer, comment on peut dire, comment on appelle ça, la guerre et continuer à exploiter le pétrole. Donc vous voyez que les Américains, c'est pas nos amis. Et quand ils viennent quelque part, il faut vraiment réfléchir par 2 fois en te demandant pourquoi est-ce que tout d'un coup, à la fin d'un mandat, on les voit surgir comme ça en Afrique. Depuis les 5 ans, ils faisaient quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis les 5 ans? Depuis les 5 ans où la RDC est en train de souffrir, ont-ils dit qu'on va trouver une solution rapide pour mettre un terme à ce que le Rwanda fait? Non. They don't care. Donc ça veut dire qu'eux, ils n'ont rien à cirer avec nous. Tout ce qui les intéresse, ce sont leurs intérêts. Et si les Africains le comprennent, ils vont commencer à reviser leur relationship between USA and Africa. Et on le voit. Et c'est pourquoi la Grande-Bretagne est allée en offensive au Kenya. C'est pour ça qu'elle est allée en offensive au Rwanda, ce petit pays vendu là. Vous voyez un peu. Donc pour moi, ça c'est un non-effet. Et pour terminer, quand vous me dites que il y a eu des essais d'armes létales, mais écoutez, c'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Moi, je demande vraiment à l'Union africaine, si elle ne veut pas être Union africaine, on la disloque et on va créer des entités d'union de chaque région, parce que ce que la France a fait au Cameroun dans les années 50,
ça doit revenir sur l'ONU pour crimes contre l'humanité sur un peuple. Et ça doit passer sur la table. Si ça ne passe pas sur la table, l'Afrique se retire de l'ONU carrément. Et vous allez voir qu'ils vont trembler, parce que si on se retire de l'ONU, on se retire de cette organisation bidon, sachant que nous sommes le berceau de leur industrialisation, ils vont faire profil bas. Mais regardez ces chefs d'État, là, ces marionnettes, ces martettes, qui sont là devant le maître. Ils attendent d'abord l'accord du maître avant de prendre des décisions pour leur propre peuple. Anyway, le combat continue. Thank you so much. Bye. Merci à vous également, Peter, d'avoir appelé et d'avoir participé à ce programme sur For You Télévision. On prend un tout autre appelant tout de suite. Bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur For You Télévision. Invité, je suis ravi d'être en ligne encore, c'est Shams de la Terre. C'est juste pour moi pour intervenir rapidement. C'est pas que je condamne la visite de Biden en Angola. Mais ce que je condamne, pourquoi M. Biden se trouve en Angola au lieu d'aller en Haïti pour essayer de s'excuser là-bas aux descendants des esclaves. C'est très près de lui là-bas. Pourquoi venir en Angola? Parce que de toutes les façons, maintenant, son mandat est presque terminé. Il n'a rien à cirer avec ce qui va se passer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire de sorte que, ah oui, vers la fin de mon mandat, j'ai essayé de faire ceci, j'ai essayé de faire... Pour moi, c'est de la publicité. Ce n'est pas que je condamne sa visite. Il a le droit de visiter l'Angola ou bien de faire la diplomatie. Mais quand même, pour moi, ce sont des insultes. Si tu veux essayer de présenter des excuses concernant l'esclavage, il y a Haïti qui est là-bas à côté de toi. Il fallait faire ça, Monsieur le Président. Et la deuxième des choses, vous savez, quand ils ont affranchi les esclaves, tout le monde le sait, ils ont dédommagé les propriétaires des esclaves. Mais jusqu'à présent, on entend seulement des discours banals. Mais est-ce qu'il y avait eu de réparation jusqu'à présent? Mais non. Au contraire, ils continuent toujours d'exploiter les Noirs et les descendants des Noirs. Ce qui est vraiment grave. Et j'espère que tout ça, là, ça doit s'arrêter. Que ce soit du côté de l'Angleterre, que ce soit du côté de la France, tous les impérialistes doivent essayer d'arrêter cette manière d'essayer de nous dire « Oh, on est vraiment désolé pour ce qui s'est passé ». On a vu, même en Angleterre, le roi, quand il était parti pour sa visite là-bas en Australie, il a essayé de s'excuser, mais les indigènes ont dit « Non, tu n'es pas notre roi, on n'a pas besoin de ça, ça c'est notre terre ». Il ne faut pas venir nous dire que tu es désolé ou bien de ce qui s'est passé, mais il faut acter aussi sur ça. Donc, en un mot, je pense que les Africains doivent revenir à leur conscience pour essayer de dire que assez, c'est assez. On n'a pas besoin de vos discours d'excuses. C'est vrai, ça commence par les excuses, mais prenez les actions en essayant de nous donner les réparations ou bien de quitter nos sols ou bien d'arrêter votre impérialisme sur nos sols. Voilà, c'est une manière au moins de poursuivre la phase des excuses à la phase des actions. Je vous remercie beaucoup, madame. Continuez le bon boulot, vous et votre équipe, vos invités. Have a good weekend. Thank you. Shams de l'Angleterre. Merci bien à vous depuis l'Angleterre. Merci pour votre soutien à tous et pour vos participations à nos programmes. On va accorder encore 1 minute au standard. Allô, bonjour, bienvenue. Bonjour, vous êtes en direct, ne vous réécoutez surtout pas et éloignez-vous de votre poste récepteur. On l'a perdu et puisque l'on a perdu cet appelant, nous revenons sur le plateau et tout de suite c'est avec Henri Atangana qui devait avoir la parole sur ce plateau concernant cette thématique sur laquelle nous allons d'ailleurs conclure. En ce moment, les pays africains, vous l'avez constaté au standard, sont malheureusement mis au banc des accusés. Pourquoi accepter mea culpa de Joe Biden maintenant alors
alors qu'il est en fin de mandat. Qu'importe, même si ça avait été en début de mandat, pourquoi accepter cela sous cette forme-là? Que font les pays africains eux-mêmes pour sortir de cet esclavage qui est tant dénoncé aujourd'hui, des siècles plus tard, sous plusieurs formes? Henri Atangana, que répondez-vous à ces préoccupations? La question, c'est mea culpa, pourquoi? Est-ce que c'est juste un mea culpa pour un mea culpa? Si fait un mea culpa, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que les actes qui ont été posés doivent être jugés. Parce que depuis que la civilisation humaine existe, il n'y a pas de civilisation humaine sans justice. Et dès qu'on dit justice, on dit réparation. Donc s'il nous dit, je viens faire le mea culpa, et en ce sens-là, j'introduis des actions pour que justice vous soit rendue et puis dédommagement vous soit fait. Là, on comprend. Mais là, il vient avec des mots. Je dis, bonjour, mea culpa. Qu'est-ce qu'on fait avec ce mea culpa-là? Enfin, sauf s'il nous explique que le mea culpa d'un blanc pour un noir, et je mesure mes mots pour ne pas être vulgaire, c'est déjà quelque chose dont on doit s'en contenter. Ça me rappelle quand je venais d'arriver en Europe, j'étais étudiant, donc je me suis fait draguer par une femme blanche. Et puis, comme elle n'était pas très jolie, donc je n'ai pas voulu, et elle m'a dit, je suis déjà blanche, tu vas quand même pas me demander d'être aussi jolie. Je m'en souviens toujours, j'étais plié de rire, j'ai rien compris à ça. Bon, c'est la même chose. C'est un peu comme s'il vient dire, ouais, je suis blanc, je vous ai fait un mea culpa, petit noir, vous devrez en être satisfait. Non! Il faut que la vérité soit dite, c'est-à-dire qu'on nous met tous les documents relatifs à ça, en fait tous les documents possibles, historiques soient faits, que les auteurs soient jugés. On a bien jugé les Allemands dans le cadre de la Shoah. On les a jugés d'abord pour avoir provoqué la Première Guerre mondiale, et l'Allemagne a été sanctionnée en perdant ses colonies. On les a jugés dans le cadre de la Shoah dans la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne a été sanctionnée avec des interdictions. Et l'Allemagne a dédommagé. Et pourquoi pas nous? Il faut aussi pouvoir juger. Et après, il reste que les Africains ne sont pas encore assez unis. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour créer ce noyau critique de prise de conscience. Parce que quand la prise de conscience est individuelle, et reste individuelle et isolée, elle n'est pas efficace. Il faut qu'il y ait un noyau critique qui est capable à ce moment d'engager les actions que nous proposons. Et à ce titre d'ailleurs, j'ai envie de répondre à quelqu'un qui m'a écrit sur le dialogue de Facebook, parce que je ne suis pas connecté à tous les dialogues au même moment. Parfois, je me connecte sur le dialogue YouTube, parfois sur Facebook. Mais là, je suis sur le dialogue YouTube, et qui a Gary Trail de la Guadeloupe qui a dit que si techniquement c'est facile de sortir du franc CFA, économiquement, le PIB de ces pays est assuré à 80% par les entreprises étrangères. Voilà les déclarations qui nous induisent en erreur par rapport auxquelles je m'inscris en faux. D'abord parce que beaucoup d'économistes font ce genre d'erreur. 80% de notre PIB fait par des entreprises étrangères. Madame Bégoudé, dites-moi le PIB fait par les entreprises étrangères au Cameroun. La majorité d'entreprises sur place exploitent les matières premières et vont faire la plus-value chez eux. Qu'est-ce que c'est que le PIB? C'est le produit intérieur brut, c'est-à-dire la somme des plus-values. Quand les plus-values sont faites chez eux, comment vous dites que 80% de notre PIB est fait chez nous? Non. Vous confondez les recettes d'un État, qui sont souvent dues à notre au vent de matières premières, et ces recettes qui peuvent croître, vous confondez ça au PIB. Et certains le font exprès. Quand la Banque mondiale dit que le PIB de tel pays africain est de 14%, c'est du mensonge. À 14% de taux de croissance, c'est le plein emploi. En réalité, eux savent ce qu'ils font. La confusion du PIB et des recettes. C'est impardonnable pour un financier ou un économiste. Toutes ces sociétés viennent chercher les matières premières.
Et la part dans le PIB de nos pays est faible, très faible. Ils prennent les matières premières et ils vont faire toutes les transformations chez eux. Il y a des emplois chez eux. Nous vendons du pétrole, du cacao, du café, tout ce que vous voulez. Et nous faisons des recettes. Il y a des croissances en recettes. Mais ne pas confondre avec le produit intérieur brut. Donc, il y a des gens, des économistes, Banque mondiale, FMI, qui font exprès, quand ils font leurs publications, tel pays africain a 13% de croissance. Arrêtez ça. Quand vous voyez que certains pays européens ont 1% de taux de croissance, 2%, et vous pensez qu'un pays africain va faire 15%. Ils font exprès de confondre nos recettes à notre produit intérieur brut. Donc, ces sociétés étrangères, chez nous, en termes de produit intérieur brut, en termes de croissance, n'apportent rien que dalle, zéro. Voilà. Donc, beaucoup, j'ai déjà entendu cet argument chez certains financiers, analystes, économistes africains, et je veux quand même en profiter pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Ils ne font pas de produits intérieurs bruts chez nous. Ils prennent de la matière première et ils vont faire la croissance chez eux, et c'est ça qui procure les emplois chez eux, et ils viennent nous revendre ces produits avec une détérioration du terme de l'échange. Je voulais lui répondre parce que notre rôle aussi de répondre à ceux qui nous écoutent. Donc, c'est ça. Donc, on peut sortir du franc CFA par une simple cession de la propriété intellectuelle du franc CFA, comme je l'ai proposé. J'espère que l'idée va faire des émules. Voilà. Donc, pour revenir à la question que vous avez posée, qu'est-ce que les pays, les chefs d'État africains pensent? Il faudrait qu'il y ait plus de conscience de plus en plus. Parce que nous avons encore beaucoup à faire à des générations de chefs d'État qui sont nés avant les indépendances. Ils ont donc un mode de comportement intellectuel qui n'est pas forcément ce qu'on attend. Ils ne comprennent pas forcément les enjeux. Ou ils sont encore pris par des peurs. Les peurs qu'il y a eu après les décolonisations, parce que vous savez que pour décoloniser, s'il y a vraiment une décolonisation, on a massacré les gens qui voulaient vraiment les indépendances et on a mis au pouvoir ceux qui n'en voulaient pas. Je sors par là. Merci à vous, Henriette Tangana, pour cette conclusion. Albert Anatole Aïssi, mea culpa américain par la voix de Joe Biden, dont le mandat s'arrête dans quelques semaines seulement. Ce sera en janvier 2025. Mais l'interrogation reste: quelle devrait être l'attitude des pays africains, des pays qui ont été victimes de cet esclavage? Tout à l'heure, vous parliez d'union, de même que Henriette Tangana, vous parliez de commission à mettre sur pied, mais comment le faire? Faut-il passer par une union africaine qui, elle aussi, est censée défendre les intérêts des pays africains et des peuples noirs? Faut-il passer par les organisations sous-régionales comme la CEMAC, la CEAC, la CEDEAO pour mettre sur pied des commissions sérieuses, importantes, qui pourraient se pencher sur cette question, ou il faut juste espérer en ces chefs d'État aujourd'hui qui semblent aller vers une révolution, ou ceux qui sont déjà dans la révolution? Déjà, il faut pour préciser qu'il faut mettre les propos, il faut considérer, j'ai envie de dire, les propos de M. Biden pour ce qu'ils sont. Okay. C'est-à-dire une communication opportuniste. Du 30 mai au 1er juin 1921, s'est produit aux États-Unis un massacre de masse à Tulsa. C'est ça que j'ai parlé tout à l'heure. Le massacre de Tulsa, où vous avez des Blancs, comme on les appelle, comme on dit chez nous, qui sont allés détruire un quartier majoritairement habité par les Afro-Américains. C'était des populations très prospères. Il y avait les entreprises, bref, et les commerçants. Il s'agit d'un massacre qui n'a jamais, ou presque jamais, suscité l'émoi
ou l'indignation de diverses administrations américaines. Ce massacre de masse a fait au minimum, officiellement, on parle de 47 morts, on parle comme Tiaroy. On vous dit qu'il y a eu 6 morts. Macron nous a appris récemment qu'il y a eu 6 morts pour la France. D'autres sources parlent de 35 morts, d'autres 70, alors qu'il y en a eu plus. Donc du côté de tout ça, c'est la même situation, c'est-à-dire qu'il y a eu des centaines de morts. Il y a des sources qui parlent de 400 morts, voire plus. Je pense que je ne suis pas sûr que si... Je crois que Biden aurait dû commencer par là. Commencer également par tout à l'heure dénoncer, comme je l'ai indiqué, oui, le code noir et l'achat de l'impérialisme. Maintenant, pour revenir à votre question, je crois qu'il est important que les Africains, tous les Africains, que ce soit leur situation géographique, s'approprient toutes les pages sombres de leur histoire. Un peu comme Tiaroy, parce que très souvent, c'est le Sénégal qui a pris la responsabilité de susciter cette histoire, ce fait historique, cet événement sombre, cette page sombre de notre histoire. Mais ça ne devrait pas être uniquement et absolument le fait du Sénégal. Le Sénégal doit être soutenu dans cette affaire, non seulement par le pays où étaient originaires ces nombreuses victimes de Tiaroy, mais également les autres par solidarité historique. Ça peut plus dire histoires. L'Algérie a connu également les massacres de masse, la Mauritanie, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad, consort. Donc partout où les Britanniques, les Allemands, les Espagnols, les Français ont été, c'était des crimes de masse. Donc c'est la même situation qui doit prévaloir du côté de l'Angola. C'est-à-dire, par-delà, n'est-ce pas, des discours de circonstances, des indignations de circonstances, des propos opportunistes de M. Biden, il y a un fait historique qui reste constant. C'est-à-dire, il y a eu la traîne, il y a eu l'esclavage qui a fait des milliers, des millions de déportations de victimes. C'est-à-dire, l'Afrique a été saignée pendant plusieurs siècles de ces bras valeureux, que ce soit les hommes ou les femmes. Il fallait travailler dans les plantations aux États-Unis, en Europe, bref, pour aller construire des chemins de fer, et ça continue aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai donné des éléments factuels. Ça continue. Donc, M. Biden ne peut pas nous demander, ne peut pas prétendre que c'était une erreur. Lorsque le même fait historique se perpétue à ce jour, au XXIe siècle, sur d'autres espaces de vie, que ce soit ici ou ailleurs. Il appartient donc aux Africains d'avoir la posture et l'attitude des Juifs face à la Shoah. Courageusement, ils ont été déterminés d'abord à exhumer cette histoire afin que nul n'en ignore. Et elle est enseignée dans les écoles. Ils ont demandé des réparations et ça a été fait. Je ne donc pas à comprendre pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit du peuple noir, on a tendance à banaliser cela, y compris même ceux qui ont la responsabilité de porter ce fait historique à la lumière, notamment les dirigeants. Mais pas seulement, ce n'est pas que les dirigeants, parce que la plupart de ces dirigeants sont le choix de ceux qui sont le choix des descendants des criminels que nous décrions, que nous condamnons. La plupart de ces dirigeants qui nous gouvernent sont le choix de ces gens-là, descendants des criminels. Il faut donc une nouvelle élite politique décomplexée, qui n'est pas clivée, pour reprendre le flambeau, pour courageusement s'approprier cette histoire, comme ça a été fait au Sénégal, comme ça a été fait avant le Sénégal. Vous avez par exemple le Togo a réécrit l'histoire générale de son pays, le Sénégal a réécrit l'histoire générale de son pays. Je crois que c'est également en voie de lettres du côté du Niger. Voilà les faits qu'il faut mettre en perspective, pour que justement, ni dans New York, je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que dans certains contextes scolaires, on enseigne à nos enfants l'histoire de De Gaulle. L'histoire de De Gaulle ne peut être enseignée que sous le prisme du génocide qu'il a organisé sur nos territoires. L'histoire de Leclerc ne peut être enseignée que sous le prisme de ce que nous savons. Et non pas sous le prisme d'un héros. Il est héros, il est leur, je ne sais pas, mais du point de vue des Africains,
De Gaulle, c'est un criminel. Et c'est clair que c'est un criminel. Lorsqu'on parle du massacre de Thiaroye, ben, ça implique De Gaulle. C'est De Gaulle qui est venu chercher 63 000 Africains, quelquefois enrôlés de force, pour aller libérer la France. Il y a eu 63 000 mobilisés. On nous dit qu'il y a eu 1500 qui sont retournés, 23 000 qui sont morts, n'est-ce pas, au champ d'honneur. Où sont passés les autres? Peut-être disparus. Je crois que c'est également des événements, des faits que nos historiens, nos intellectuels, nos archéologues, nos universitaires, et même les hommes des médias, doivent exhumer pour que la lumière soit faite, Madame Bégoudé. C'est la même situation en ce qui concerne la traite, l'esclavage, la traite négrière et consorts. Donc, je crois que les déclarations de Biden n'apportent rien de nouveau. Ça n'apporte rien de nouveau. Oui. Il ne peut que répéter ce que nous savons déjà. Il aurait dit quelque chose qui sortait de l'ordinaire, qui sortait du cadre ou qui allait au-delà de ce que nous savons déjà. Ça allait être intéressant. Mais dès lors qu'il reprend à son compte ce que nous disons depuis toujours, et décrions, condamnons, il n'a rien apporté de nouveau. Je considère ces propos comme ils sont, c'est-à-dire une communication opportuniste, d'affairiste, un homme qui est en train de céder sa place le 20 juin prochain à son successeur. Janvier. Et puis, il n'est pas exclu qu'à son arrivée à la Maison-Blanche, que Trump remet en cause justement ces contrats qui ont été signés du côté de l'Angola, par exemple. Par exemple, effectivement, c'est un schéma qui est envisageable à Washington. Merci à vous, Albert Anatole, ici. C'est la fin de cette émission matinale informative sur For You Télévision. On va quand même rappeler les titres. Nous avons parlé de ces essais d'armes létales français en Centrafrique qui avaient été annoncés par un communiqué taxé de faux documents qui était signé par le ministre des armées français. On a parlé également de cette thématique principale avec l'esclavage et les crimes en Afrique. Washington a décidé de faire son mea culpa. Pourquoi maintenant et comment nous avons essayé d'apporter des éléments de réponse à ces différentes interrogations. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Je dirais bien sûr merci à Henri Atangana de l'autre côté qui a participé à ce programme. Merci également à Albert Anatole ici pour vos analyses et votre temps accordé. For You Matin, c'est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et restez sur For You Media Africa car l'information et les programmes se poursuivent. Au revoir, Djamena.